Eh ben, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Je vais passer la parole à Ilona Pior, la directrice d'Envirobat Occitanie, pour un petit mot d'introduction. Et ensuite, je présenterai Envirobat si jamais certaines personnes ne connaissent pas. Et puis, on enchaînera sur le contenu d'aujourd'hui, sur la transformation et la mobilisation pour la fabrique de la ville, avec Sylvain Grisot et Jérôme Tougne. Ilona, à toi. Merci Agathe. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour cette séquence, ce temps d'échange autour voilà, des sujets qui nous préoccupent tous aujourd'hui dans la fabrique de la ville, hein. Un temps vraiment on a choisi de dédier plutôt aux décideurs au sein des collectivités. Hier, on était réunis voilà, autour du même sujet, mais plutôt avec les décideurs dans le privé, voilà, les acteurs de la promotion, notamment, et autres. Euh, on, on dialogue avec Sylvain Grisot depuis un moment, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Et puis, en 2024, il est intervenu en amont de notre assemblée générale pour ceux qui étaient là aux abattoirs à Toulouse, pour nous présenter un peu l'état de ses réflexions autour d'un livre qui venait de paraître, Redirection urbaine. C'est une intervention qui avait beaucoup été appréciée et nombreuses personnes qui étaient présentes ce jour-là étaient venues me voir en fin de conférence pour me dire que c'était vraiment super, très, très éclairant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent un petit peu démuni sur les moyens à mettre en œuvre justement pour réaliser toutes ces transformations qu'il faut aujourd'hui aborder sans plus attendre. Et donc, c'est partant de ces retours-là nous avons poursuivi nos échanges avec Sylvain, puis rejoint par Jérôme Tougne pour travailler sur, voilà, sur un accompagnement spécifique euh, sur ces sujets de redirection, transformation, plutôt des modes de faire, des stratégies à la fois au sein des collectivités. Les collectivités sont des acteurs majeurs dans la transformation de la fabrique de la ville. Et donc, c'est sur ce sujet-là aussi qu'on souhaiterait aujourd'hui vous proposer tout un parcours qu'on a imaginé pour vous permettre d'embarquer sereinement sur ce sujet de redirection. Voilà, donc je vous souhaite un très bon webinaire. N'hésitez pas bah, déjà à écouter bien sûr Sylvain et Jérôme, mais surtout à poser les questions. On est là aussi pour vous entendre quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes et ajuster voilà, selon toutes les observations et les remarques que vous allez pouvoir nous faire. Merci à toutes et à tous. Merci Ilona. Juste rapidement, du coup, voilà, ce webinaire est proposé par Envirobat Occitanie, qui est centre de ressources, réseau d'acteurs et organismes de formation dans le réseau bâtiment durable, qui est le réseau national. Et donc, nous, on agit au niveau de la région Occitanie, avec comme mission de réduire l'empreinte environnementale et adapter les bâtiments et aménagements aux impacts du changement climatique en Occitanie. La mission qu'on s'est fixée, c'est de prendre cette raison d'être à travers la transformation et l'évolution des pratiques des professionnels sur toute la chaîne de valeur des opérations. Pour cela, on a différentes activités stratégiques. On va se focaliser sur la slide suivante, du coup, au niveau de la rénovation, notamment performante et adaptée au climat. On va valoriser les projets exemplaires avec notamment nos démarches bâtiments durables et quartiers durables Occitanie. Du coup, nous avons un axe forcément sur l'aménagement circulaire et frugal, tout ça en facilitant la structuration des filières, que ce soit au niveau du réemploi ou des matériaux bas carbone, biogéosourcés. Et ces activités stratégiques, du coup, se déclinent en différentes actions. Comme je vous ai dit, on est centre de ressources, donc on a une foule d'informations sur notre site internet pour aiguiller et épauler les professionnels sur tous ces sujets
du bâtiment, de l'aménagement durable, hein, que ce soit au niveau de l'eau, du réemploi, des matériaux biosourcés, de la rénovation, et maintenant des modèles économiques. Voilà, on propose pas mal d'événements, des webinaires, des événements en présentiel pour animer tout ce réseau qui, voilà, aujourd'hui, on mobilise plus de 300 professionnels dans nos adhérents. Ça correspond, voilà, à essentiellement la maîtrise d'œuvre, mais aussi des maîtres d'ouvrage, des entreprises de mise en œuvre, quelques industriels, quelques artisans et aussi des organismes de recherche et de formation, que nous sommes aussi organismes de formation, d'où ma présence aujourd'hui en tant que responsable formation de l'association. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Sylvain Grisot et Jérôme Tougne pour qui nous transmettent un peu leur regard et nous répondent à cette question et quel est le sujet aujourd'hui pour la Fabrique de la Ville, voilà, comment transformer les façons de faire et mobiliser pour continuer à agir pour la Fabrique de la Ville. À vous, messieurs. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra juste après. Jérôme? C'est moi qui commence. Bah Très oui. bien. Juste pour me présenter, donc Jérôme Tougne, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Mon métier est d'accompagner des organisations publiques ou privées qui sont confrontées ou qui choisissent de réfléchir à ces sujets globalement de leur adaptabilité à long terme. Il faut définir ce que c'est que le long terme, mais pour développer des modèles économiques, des modèles de développement ou des modèles opérationnels qui soient soutenables. Et par soutenable, on entend deux choses. On entend compatible avec les limites planétaires, voilà, qui peuvent être soutenues durablement sans dépasser la capacité de la planète à les supporter. Mais par soutenable, on entend aussi viable, c'est-à-dire compatible avec des conditions climatiques, des conditions politiques ou géopolitiques, des conditions en termes de matériaux ou de ressources plus généralement, qui sont susceptibles d'évoluer plus ou moins fortement et plus ou moins définitivement dans les prochaines années. Voilà, donc comment on développe des modèles qui sont soutenables selon ces deux définitions. Et donc Sylvain Grisot, donc Ilona en parlait au démarrage, il m'arrive en effet de faire des conférences, voire même d'écrire des bouquins. Mais j'ai un vrai métier en fait, parallèlement à tout ça, c'est d'accompagner à la fois dans le cadre de projets, mais aussi dans le cadre de stratégies, des organisations publiques ou privées qui font la ville. Dans la transformation des pratiques. Donc moi, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je travaille sur des questions de friche. Je travaille aujourd'hui sur un certain nombre d'opérations d'aménagement un peu lourdes, de transformation, sur lequel à la fois on est dans le concret de la ville sur la ville, avec toutes les difficultés, toutes les complexités qui sont associées à ça. Mais on teste aussi des questions de nouveaux chemins, et notamment des modèles économiques, des process qui permettent aux uns et aux autres de trouver leur place dans une fabrique de la ville qui aujourd'hui se pose des questions. Chacun à son niveau, on se pose tous des questions sur quel est notre rôle et quel est notre rôle demain. Ah oui, pardon. D'abord, un petit mot de bienvenue. Bienvenue dans les 30 turbulentes. Les 30 turbulentes, ça a commencé en 2020, évidemment. Et ça s'arrêtera peut-être en 2050. C'est les 30 ans qu'il va nous falloir pour apprendre à vivre dans un nouveau régime. Non plus un régime de fluctuation, même rapide, mais un régime de rupture. C'est ce qu'on a connu avec la pandémie. C'est ce qu'on a connu avec les ruptures d'approvisionnement logistique en matériaux sur nos chantiers, mais aussi avec les problématiques d'énergie qui ont pesé sur les finances de nos collectivités, sur les acteurs qui font aujourd'hui vivre la ville. Et en fait, on comprend bien aujourd'hui qu'on est dans un moment où on ne sait pas tout à fait ce que sera demain. On se demande ce qui va nous tomber sur la tête, alors qu'on passe notre temps aussi à parler de projets qui sont des projets bâtimentaires qui verront le jour que dans 5 ans, et avec des bâtiments qui doivent être là pour au moins les 50 prochaines années, ou des projets de quartier qui verront vraiment le jour que dans 20 ans et qui sont là pour un siècle. Donc on parle sans arrêt, nous, acteurs de la fabrique de la ville, d'un temps très long. Et pour autant, on ne sait plus ce que sera demain. Donc, comment est-ce que ça vient percuter nos pratiques, nos modèles? Bref, qu'est-ce qu'on en fait?
D'autant plus qu'aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre d'impasses. La première des impasses, c'est celle de la dépendance automobile, hein, avec comme symbole cette Ford E-T qui sort des usines de Détroit, d'Henry Ford en 1908. Et en fait, à ce moment-là, il y a trois grandes transformations qui sont amorcées par Henry Ford. La première, c'est évidemment la transformation de la rue, hein, par la massification euh, des véhicules dans les rues américaines. Il y a aussi des accidents qui sont extrêmement nombreux parce que la ville n'était pas faite pour un véhicule aussi rapide que la voiture. Si bien qu'on décide, à partir du milieu des années 20 aux États-Unis, d'adapter la ville à la voiture avec une forme de changement de mode de fonctionnement, une hiérarchisation de l'espace public, hein, comme on le dit aujourd'hui en France, qui va avoir une longue traînée, hein, jusqu'à Pompidou, qui dit qu'il faut adapter Paris à la voiture dans les années 60, donc beaucoup plus tard qu'aux États-Unis. Mais ça, c'est évidemment la transformation visible, celle dont on parle au quotidien, celle qui peut animer aussi, hein, les élections municipales ici ou là. Mais ce n'est pas la seule des transformations initiées par Henry Ford. Henry Ford, avec la Ford T, il crée finalement un mode de production, hein, qui est associé à la standardisation, qui permet le travail à la chaîne et qui permet la massification et donc la baisse des prix. Vous connaissez l'histoire, mais on oublie souvent que cette standardisation, elle est à la base finalement du Fordisme. Elle est une condition impérative au travail à la chaîne, à l'intensification et aux économies d'échelle. Et finalement, c'est la deuxième transformation d'Henry Ford, c'est le moment où les préceptes de la fabrique de la voiture deviennent les préceptes de la fabrique de la ville, avec euh, finalement un démarrage, hein, autour de l'image du suburb et l'invention par une boîte privée, hein, les Wheaton Sons, d'une autre façon de faire de la maison, l'habitat individuel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la construction hors site, au travers de la standardisation de la maison. Donc c'est des maisons standards posées sur un foncier standard, hein, qu'on est allé chercher au-delà de New York, qui est du foncier agricole, c'est des initiatives privées. Et on s'appuie évidemment sur la spécialisation des espaces. On vient habiter là, dans ce quartier-là, et on peut aller chercher finalement ailleurs, hein, à la fois l'emploi, l'école, les services, le commerce, etc., etc. Donc là, c'est la naissance finalement d'un mode de fabrication de la ville qui va être ensuite décliné à la fois sur le tertiaire, les zones commerciales, etc., etc. Donc standardisation des objets urbains qui permet de massifier la production et donc d'en baisser les prix, hein. Avec une conséquence, c'est une forme de spécialisation de la fabrique de la ville dans des objets neufs qui nécessairement consomment des ressources, hein. Et le premier consommateur de ressources, c'est évidemment la fabrique de la ville. Troisième crise et troisième transformation induite par Henry Ford, c'est finalement un changement géographique avec l'étalement urbain, hein. Avec l'extension des réseaux routiers, la ville suit la route, hein, d'abord aux États-Unis, mais aussi en France, à partir notamment des années 70, hein, et du changement des politiques publiques de l'État, qui renonce aux politiques de la reconstruction, hein, grands ensembles, bailleurs sociaux, modèles locatifs, pour initier une autre trilogie avec le pavillonnaire, avec des acteurs privés, hein, qui sont mobilisés pour construire la maison des Français et aussi la naissance d'un slogan, Une France de propriétaires. C'est un modèle qui est inventé au tout début des années 70 par Albin Chalandon. Là, on voit des chalandonnettes, hein, qui était un programme d'accession populaire à la propriété, date du tout début des années 70 et qui décolle réellement en fait à partir du milieu des années 80, à partir des lois de décentralisation, c'est-à-dire le moment où on a à la fois un équipement des ménages en véhicule, on a à la fois un réseau routier et aussi des élus locaux qui sont enfin à la tête finalement de la destinée de leur territoire et qui maîtrisent l'ancêtre du PLU qui est le POS. Et à la fois ils vont créer du foncier permettant aux lotisseurs de construire la maison des Français, mais aussi inventer un modèle de développement territorial qui a particulièrement bien marché et qui permet d'héberger, souvent dans de bonnes conditions aujourd'hui, allez, un quart à un tiers des Français dans ce qu'on appelle aujourd'hui le périurbain, hein. Donc ces territoires dans lesquels on vit, dans lesquels on vote, mais dans lesquels on ne travaille pas et qui émergent réellement au milieu des années 80. Cet étalement de la ville, hein, il a un impact sur notre capacité de production agricole, hein, 20-30 000 hectares de sol essentiellement agricoles mangés tous les ans, hein, pour faire la ville, et puis évidemment sur la fragmentation des milieux naturels ou l'augmentation des mobilités du quotidien. Donc ça nous met aujourd'hui dans une impasse et on voit bien qu'on est au bout d'un système.
parce que on est aussi en face d'une forme d'impasse climatique, hein. Quand on regarde le budget des ménages aujourd'hui, à la fois la fabrique de la ville, le fonctionnement des bâtiments, mais aussi les mobilités du quotidien, c'est la moitié de notre budget carbone individuel. Mais la ville, elle est aussi en première ligne des inondations, du recul du trait de côte, des canicules. Donc on a une forme d'obsolescence aussi climatique des espaces urbains existants qui sont aujourd'hui percutés directement par le choc climatique. Avec un truc qu'on a du mal à réaliser, hein, c'est que ça ne vient pas seulement questionner finalement la cartographie des risques urbains, ça vient questionner complètement en fait la philosophie même de gestion des risques urbains. Parce qu'on avait l'habitude de regarder le passé pour modéliser, anticiper l'avenir. Or aujourd'hui, on ne sait pas mettre à jour les cartes parce on n'a pas l'ensemble de l'équation climatique et notamment ce qu'on ignore, c'est notre capacité dans les années qui viennent à décarboner nos modes de vie, hein. Et tout ça a un impact tout simplement sur l'habitabilité d'un certain nombre d'espaces urbains. Ça veut dire qu'on est face à trois grandes transitions à mener, hein, et rapidement. D'ici 2050, c'est à la fois la décarbonation, faire sa part, hein, la fabrique de la ville doit faire sa part de la décarbonation de notre mode de vie. C'est l'adaptation, le climat change quoi qu'il en soit, et on a aujourd'hui des espaces urbains qui sont obsolètes et difficiles à vivre ou peu qualitatifs, ou des espaces bâtis évidemment, et c'est aussi l'apprentissage de cette nouvelle résilience. Alors ce sujet, il n'est pas, pour qu'on soit clair, hein, c'est pas du tout un questionnement sur la construction neuve qui a concentré finalement l'ensemble à la fois de notre économie, de notre activité, mais aussi de nos réflexions, hein, de notre temps de cerveau disponible d'acteurs de la fabrique de la ville. C'est pas le neuf, hein. La question, c'est le déjà là. Parce qu'on a déjà construit au moins 80% de la ville de 2050. Ça veut dire que la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on ramène le déjà là à ces trois enjeux, hein, de transition. Ça veut dire comment on passe finalement d'une forme d'urbanisation linéaire, hein, consommation d'espace, fabrication d'objets immobiliers standards, et puis obsolescence, hein, obsolescence par la multiplication des logements vacants, des logements sous-occupés, mais aussi des bureaux vides ou des friches, à un urbanisme circulaire dans lequel on va mieux utiliser les mètres carrés déjà là, transformer ce qui peut l'être pour éviter la déconstruction et puis densifier ou recycler des espaces urbains plutôt que d'aller consommer de nouveaux espaces agricoles dans la périphérie. Les chantiers, on les connaît en fait, hein. Les chantiers, vous les menez au quotidien. La question, c'est comment on massifie ces chantiers-là. La première des boucles, l'intensification des usages, c'est comment on utilise mieux nos cours d'école comme des espaces publics, mais pourquoi pas nos salles de classe aussi, hein, comme espace de réunion d'association ou comme ici à Noirmoutier dans cette école, comme logement touristique, hein, tous les étés. Comment finalement on utilise mieux les mètres carrés déjà là, parce que le seul mètre carré bas carbone, c'est le mètre carré déjà construit, hein. Ça va toucher des équipements publics, ça va toucher des bureaux, etc. C'est une ingénierie qui n'est pas une ingénierie de la structure, qui n'est pas de la conception architecturale, mais c'est une ingénierie du partage qui pose énormément de questions et notamment d'accompagnement du changement des pratiques. Le deuxième des chantiers, la deuxième boucle de l'urbanisme circulaire, vous la connaissez, c'est évidemment la transformation, hein, transformation de l'existant, parce qu'il faut éviter de déconstruire tant qu'on le peut, évidemment, hein. Tout ce qui tient debout doit avoir une seconde vie au sens développé par les bailleurs sociaux qui ont parfaitement compris l'enjeu, hein. L'enjeu, c'est pas d'isoler, l'enjeu, c'est pas de baisser la consommation, ça va bien au-delà de ça. L'enjeu, c'est de prolonger finalement la durée de vie de nos bâtiments parce que l'essentiel du carbone, finalement, est dans la matière, hein, dans les matériaux déjà existants. Et transformer, donner une seconde vie à un bâtiment, c'est le relancer finalement pour au moins 30 ans. C'est donc interroger à la fois sa thermie, son ingénierie, mais son architecture, son programme, hein. C'est vraiment faire du neuf avec du vieux parce que ça permet d'économiser de la matière, du carbone, etc., etc. Ça veut dire aussi que dans l'adaptation du bâti, on voit finalement que la frontière qui est assez nette aujourd'hui entre le neuf et le travail de l'existant est en train de s'estomper, hein. Quand on réhabilite une copropriété privée et qu'on en profite pour poser 12 logements neufs sur le toit, est-ce que c'est du neuf ou est-ce que c'est de la réhab? En tout cas, dans tous les cas, hein, l'ensemble de ces chantiers-là, c'est des chantiers du complexe. Je vais y revenir. Et puis, quand on fait du neuf, faire aussi du neuf qui va durer et donc qui peut s'adapter à des changements d'usage comme ce bâtiment de bureau qui est construit aujourd'hui pour pouvoir se transformer en logement demain. À l'échelle urbaine, hein, c'est le recyclage des espaces quand on ne trouve pas la réponse à nos besoins dans les espaces bâtis existants. C'est des friches industrielles, des friches commerciales, c'est les friches tertiaires qui se développent, hein. Et puis, c'est la capacité aussi de densifier dans le diffus, y compris dans le pavillonnaire, y compris dans des territoires aussi denses que le Grand Paris.
La quatrième des boucles, c'est celle de la renaturation des sols dont on parle beaucoup, hein. Comment lutter contre à la fois l'îlot de chaleur, mais aussi les inondations en retrouvant de la perméabilité, retrouvant des sols vivants et en plantant une nouvelle canopée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'échelle, hein, de tout ça. C'est pas du tout des pots de géranium sur la place de la mairie. C'est une nouvelle infrastructure qui demande de bouleverser finalement l'ensemble des espaces ouverts, pas que les espaces publics, mais aussi les espaces privés, et qui viennent bouleverser nos façons de faire. Considérer que c'est l'équivalent de la construction de nouvelles lignes de métro, par exemple, c'est une nouvelle infrastructure de résilience. Aujourd'hui, on commence, hein, mais il faut de la place, il faut des moyens, il faut une organisation spécifique. Le chantier reste à mener. Donc, quatre boucles, hein, qui sont quatre chantiers à mener, mais qui sont autant de chantiers qu'on maîtrise aujourd'hui, sur lesquels, y compris vous menez, y compris dans vos territoires, on voit on a des gens qui font d'ores et déjà, qui apprennent. La vraie question, c'est comment on passe à l'échelle, comment on passe finalement d'opérations ponctuelles, d'opérations exemplaires, à un vrai changement de modèle. C'est là où on parle de modèle d'organisation. Parce qu'il faut s'organiser pour faire, il faut s'organiser à la fois pour faire du complexe, on va couler moins de béton et mobiliser plus d'intelligence, hein. Il faut s'organiser pour finalement massifier, mais des formes d'artisanat, puisqu'on est nécessairement dans une forme de déstandardisation. Travailler l'existant, le tissu urbain existant, c'est nécessairement faire du à façon, réhabiliter un bâtiment, c'est nécessairement faire du non-standard, c'est à la fois passionnant et en même temps, ça interroge toute notre chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on fait du petit, hein, alors qu'on s'est concentré sur des grosses opérations qui nous permettaient d'avoir des économies d'échelle? On est organisé pour ça. Et puis, comment on arrive à se lancer à l'aventure d'opérations, de projets qui sont plus des projets sur lesquels chacun a sa place, et sa place est claire, mais on voit bien que à la fois les métiers, mais aussi et surtout les acteurs, les organisations, sont un peu plus en amont, un peu plus en aval, travaillent ensemble alors qu'elles travaillaient de façon séparée. En tout cas, on a des formes de bouleversement du rôle des uns et des autres. Tout ça, c'est l'amorce, hein, d'une grande transformation, et sur lequel il faut qu'on soit extrêmement clair sur les constats. On parle de crise de l'immobilier, hein, de crise de la fabrique de la ville, de temps en temps aussi. Or, ce qu'on vit, c'est pas une crise. Une crise, c'est l'ouverture d'une parenthèse sur laquelle on peut attendre la fermeture d'une parenthèse. Ça prend 2, 3, 4 ans en fonction des crises. On en a vécu un certain nombre ces dernières décennies, mais globalement, il y a une forme de retour à la normale. Voilà, il n'y aura pas de retour à la normale. On n'a pas vécu, avec la hausse des taux, une ouverture de parenthèse, c'est finalement la fermeture d'une parenthèse. Une parenthèse heureuse où on pouvait s'appuyer sur des ressources illimitées, des émissions carbone, et y compris de l'argent pas cher, dans lequel on a fait notre boulot, hein, et pendant 50 ans, ça a plutôt bien fonctionné. On a répondu aussi aux besoins de développement des territoires, des habitants. Or, aujourd'hui, on est dans l'impasse, hein. Ça veut dire qu'attendre la fin de la crise, c'est prendre le risque qu'elle ne s'arrête jamais. Et on est sur une période où, au contraire, il faut inventer le modèle d'après. Le modèle d'après, c'est moi, si j'ai bien compris. Je Exactement. change de présentateur. Si ça fonctionne, comme ça, je peux gérer la vitesse de défilement des slides. Génial, merci beaucoup, Sylvain. Je vous offre une petite pause de 5 secondes de régénération d'attention. Sylvain, tu disais s'organiser pour faire. C'est exactement la question qu'on va se poser maintenant. Parce qu'en fait, là, dans les impasses et les chantiers que tu nous présentes, on voit vraiment comment il faut transformer la fabrique de la ville. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'on ne peut pas transformer la fabrique de la ville si on ne transforme pas aussi la fabrique de la stratégie dans les organisations. C'est-à-dire comment on réfléchit, comment on se projette et comment on prend des décisions à l'échelle d'une organisation donnée. Puisque s'organiser pour faire, c'est bien l'échelle d'un certain nombre d'organisations publiques ou privées qui ont leur propre trajectoire, leurs propres héritages, leurs propres traditions internes, leurs propres attachements, qu'il va falloir faire tout ça. Donc si on se place à l'échelle d'une organisation, comment on arrive à transformer cette fabrique de la stratégie, ce processus de décision long terme, pour être capable de contribuer à la transformation de la fabrique de la ville. Le premier élément pour y arriver, c'est de considérer que, contrairement à ce qu'on dit parfois, on n'est pas seulement dans un monde incertain. Évidemment, on est dans un monde plein d'incertitudes, mais dans ce monde-là, de plus en plus, du fait de tout ce que vient de nous exposer Sylvain, on est aussi dans un monde de bascule certaine. Il est absolument certain aujourd'hui qu'à horizon 10 ans, 15 ans et encore plus 20 ans, la fréquence et l'intensité des événements climatiques va augmenter considérablement. Il est absolument certain
que au moins localement, à plein d'endroits, on va vivre des tensions autour de la disponibilité de l'eau ou s'exposer à un certain nombre de conflits d'usage. Et il est absolument certain qu'on va vivre des tensions très fortes sur certaines ressources énergétiques et matérielles qui vont se traduire par des ruptures d'approvisionnement et ou des hausses de prix qui parfois seront spectaculaires. Donc ça, c'est des certitudes en fait. Et face à ces bascules, les organisations se retrouvent contraintes de trouver ce qu'on pourrait appeler des chemins de résilience, c'est-à-dire des manières différentes de réfléchir à leur finalité et de s'organiser pour les atteindre. Et trouver ces chemins de résilience, ça ne sera possible qu'en faisant cohabiter des défis de court terme et des défis de long terme. La fin du mois et la fin du monde, parfois on dit, mais en tout cas, voilà, le fait de prendre soin des modèles économiques ou des modèles de développement dont on hérite, qui certes nous condamnent à moyen terme, mais dont on dépend à court terme. Et parallèlement à ça, imaginez les modèles pour prospérer demain. Il va falloir faire tout ça en même temps, à l'échelle de chacune des organisations. Et donc, quand Ilona parlait du parcours qu'on va vous proposer juste après, c'est vraiment ça. Comment on se met ensemble pour révolutionner cette fabrique de la stratégie, visant ensuite à révolutionner celle de la ville. Quelques points de repère pour trouver ce chemin de résilience, qui sont parfois des changements de regard. Le premier, c'est qu'il est temps de s'intéresser aux effets boomerang des limites planétaires sur nos activités. Je m'explique. Quand on met organisation et écologie dans la même phrase, souvent on pense à la flèche du haut, c'est-à-dire on pense à ce que nos activités font à la planète et à la manière de réduire l'impact négatif, voire quand on se veut régénératif, augmenter l'impact positif de nos activités sur la planète. Et c'est évidemment fondamental, mais il faut aussi s'intéresser à la flèche du bas, c'est-à-dire l'impact de la planète sur nos activités, et notamment, qu'est-ce que ça fait d'opérer aujourd'hui sur une planète dont les limites ont été dépassées et sur un système Terre qui est largement en voie de déstabilisation et qui se met à fonctionner sur des paramètres tout à fait différents. Donc ça, c'est vraiment un point très important de se dire, et pour ça, ça veut dire qu'il faut faire de la prospective et il faut imaginer qu'est-ce que ça veut dire en termes d'énergie, de matière, de social, de politique, de géopolitique, que d'opérer, que de fabriquer la ville dans ce monde-là qui est en train d'émerger. L'exemple parfait, un peu archétypal de cette organisation en proie au dépassement des limites planétaires, c'est la station de ski de moyenne montagne qui a beau être parfaitement vertueuse et décarbonée pour certaines d'entre elles, en tout cas qui s'inscrivent dans cette ambition-là. Ben, c'est pas parce qu'on est hyper vertueux que on se prémunit de la disparition de la neige, c'est pas parce qu'on est sympa avec la planète. Et donc ça, on va utiliser aussi la neige au sens métaphorique du terme, en considérant que votre organisation aussi est une station de ski de moyenne montagne, c'est-à-dire qu'elle s'expose à la disparition de sa propre neige, c'est-à-dire des conditions d'existence sur lesquelles elle a basé son fonctionnement dans les dernières années ou décennies, et qui pourraient être amenées à fluctuer ou à disparaître largement du fait de notre entrée dans l'Anthropocène, c'est-à-dire une planète dont les limites sont déplacées. Le deuxième repère, c'est que pour tenir compte de ces effets boomerang, il va falloir identifier un certain nombre de futurs possibles, et notamment des futurs qui n'ont pas d'avenir, ce qu'on pourrait appeler aussi des futurs obsolètes. Quand on se projette avec des dirigeants sur à quoi ressemble le monde ou leur secteur d'activité dans 5 ans ou dans 10 ans, assez spontanément, on se rend compte que les projections qui arrivent en premier sont des projections qu'on pourrait appeler un futur prévu, c'est-à-dire le futur de milieu de cône ici, qui sont une vague prolongation du présent. Souvent, on va décrire quelque chose qui ressemble au présent avec beaucoup plus de technologie ou beaucoup plus d'intelligence artificielle dedans. C'est pas complètement impossible que ce soit ce futur-là qui advienne, mais il faut bien avoir conscience que c'est un futur parmi d'autres et que certains de ces futurs-là sont déjà morts-nés en réalité, puisqu'on n'aura pas les ressources, la stabilité économique ou la stabilité politique pour les voir émerger.
que peut-être c'est triste, que peut-être c'est pour le mieux, mais qu'en tout cas, il faut imaginer d'autres futurs qui sont moins confortables parfois, qui sont plus déstabilisants, qui posent à nos organisations des questions beaucoup plus vertigineuses, telles que les questions qui sont posées aux stations de ski qui voient la neige disparaître et qui doivent imaginer un autre avenir pour leur territoire. Bien là, de la même manière, quels sont les futurs avec lesquels on va devoir composer et auxquels nous allons devoir nous rendre adaptables. Ça, c'est essentiel pour trouver un chemin de résilience. Et il y a deux autres capacités qui sont essentielles pour trouver un chemin de résilience, qui sont des capacités stratégiques. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler l'imagination stratégique, c'est-à-dire la capacité à imaginer un autre avenir pour nos organisations, une autre utilisation de nos ressources matérielles et immatérielles les plus précieuses, une autre vocation, une autre manière de contribuer ici par exemple à la fabrique de la ville. Deuxième capacité, la capacité à être une organisation qu'on pourrait dire ambidextre. Ambidextre au sens, la capacité à utiliser nos deux mains, une main pour gérer les enjeux brûlants du court terme et une main pour préparer les modèles économiques de développement opérationnel adaptables à un monde qui sera radicalement différent demain. Voilà, une main sur le court terme, une main sur le long terme, simultanément. Si vous vous projetez dans votre propre organisation et qu'on croise ces deux capacités, on peut se retrouver dans une belle matrice de consultants avec 4 configurations possibles. La configuration la plus défavorable étant à la fois on a une faible imagination stratégique et on n'est pas tellement ambidextre, avec toutes les nuances possibles et l'idéal étant en haut à droite. Je ne m'attarde pas, faute de temps, sur cette matrice, bien que elle me semble fort intéressante, mais vous aurez les slides et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à y revenir pour vous poser des questions sur où placer votre organisation aujourd'hui, où est-elle, où aimeriez-vous qu'elle soit, et peut-être est-ce que vous la placeriez dans la même case aujourd'hui et il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Voilà, il y a plein de questions à se poser sur cet autodiagnostic de vos capacités à trouver des chemins de résilience. Le quatrième principe, c'est que la prospective, la capacité à projeter son organisation dans un monde différent, avec des modes de vie, des modes de consommation différents, des modes de fabrique de la ville différents, tout ça c'est très important. Mais cette prospective ne peut enflammer l'imagination stratégique que si elle est tangible, immersive et sensible. Si je vous dis que d'ici 5 ans, dans votre région, la fréquence des épisodes climatiques intenses va être multiplié par 2,7 et qu'il y aura 37% de journées de canicule en plus. Ça peut éventuellement vous parler si vous avez des capacités d'abstraction hors du commun, mais sinon, ça va être un petit peu trop intellectuel, quoi. Et donc, ce qui va être important aussi dans les exercices prospectifs qu'on va faire pour se rendre adaptable au monde de demain, c'est de rendre cette prospective tangible. Ça, c'est un exemple que je détaille pas, mais qui utilise un outil qu'on appelle le design fiction, c'est-à-dire la capacité à extraire du futur des objets anodins, des situations anodines, des situations du quotidien, qui sont des situations du quotidien de demain, mais qui ne sont pas des situations du quotidien d'aujourd'hui et qui donc interpellent, provoquent la réflexion, puisque quand on est face à ces objets, on imagine tout le monde le monde qui va autour. Cinquième principe, il nous faut sortir de nos futurs préférés, on l'a dit, notamment renoncer aux futurs obsolètes, aux futurs qui n'ont pas d'avenir, mais il faut aussi réussir à renoncer à nos solutions préférées, et dans le monde de l'organisation, nos solutions préférées font très souvent partie de la famille des solutions d'optimisation, la capacité à faire plus avec moins, ou au moins à faire autant avec moins. L'optimisation, comme le dit par exemple Olivier Amand, un biologiste qui développe la notion de robustesse, l'optimisation c'est potentiellement une très bonne chose dans un monde stable, mais il faut bien voir qu'un système suroptimisé est aussi un système qui se rend extrêmement vulnérable à une modification de ses conditions d'existence. Si vous imaginez une Formule 1, c'est
une machine qui est parfaitement optimisée, parfaitement adaptée à certaines conditions, à l'exclusion de toutes les autres. Et donc, aujourd'hui, il faut aussi penser à des organisations qui soient pas seulement optimisées, mais qui soient robustes, c'est-à-dire qui soient capables d'opérer dans des conditions et dans des contextes extrêmement variés et extrêmement fluctuants, ce qui nécessite non pas de l'optimisation, mais de la sous-optimalité. Et on a besoin de penser aussi à des organisations qui soient elles-mêmes sobres et qui soient au service de modes de vie, de modes d'habitation, de modes de consommation, qui soient eux-mêmes de plus en plus sobres. Et ça, c'est parfois difficile à imaginer. Et puis, dernier point, n'ayons pas peur de la perplexité. C'est le passage obligé vers une réelle profondeur stratégique. Et si je reprends une dernière fois l'exemple de la station de ski de moyenne montagne, se confronter à ces questions-là, qui sont des questions vertigineuses, c'est aussi se confronter à de la perplexité, c'est-à-dire se poser des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse immédiate, pour lesquelles nos solutions habituelles, par exemple nos solutions d'optimisation ou de consolidation, ne fonctionnent pas, voire aggravent la situation. Et donc, c'est la capacité à se confronter à des questions et à des futurs qui nous laissent un moment démunis. J'avais l'occasion de développer l'argumentaire suivant dans un écrit qui est que les organisations qui s'en sortiront, qui réussiront à ne pas devenir elles-mêmes complètement obsolètes et qui réussiront à contribuer aux transitions que Sylvain exposait plus tôt, sont des organisations qui, à leur tête, ont des dirigeants qui ont cette capacité à tolérer la perplexité et à ne pas aller trop vite aux solutions les plus évidentes, qui, si elles sont évidentes, sont certainement des solutions du monde d'hier. Voilà. Pour faire tout ça, je vous dis juste 2 mots et ensuite je redonne la parole à Agathe et on arrivera sur une séance de réaction, questions-réponses de votre part. Pour faire tout ça, nous avons imaginé donc avec Agathe, avec Ilona, avec Sylvain, au sein d'Envirobat, un parcours de formation destiné aux décideurs des organisations publiques et privées, un parcours d'accompagnement aussi pour vous aider à imaginer les modèles singuliers, toujours singuliers, hein, il n'y en aura pas de pareil, et surtout des modèles viables dans le monde de demain pour vos organisations sans rien compromettre de votre efficacité à court terme, puisqu'il ne s'agit certainement pas de se tirer une balle dans le pied pour inventer demain. Et ça passe par quoi? Ça passe par un parcours sur lequel Agathe va vous redonner 2-3 éléments plus concrets, mais globalement, qu'on a structuré en 4 temps. Un premier où on va réunir donc des décideurs d'organisations très variées. Le premier temps, c'est de se poser la question, nous et ce nouveau monde. D'où on part? Qu'est-ce qui nous frustre et qu'est-ce qui nous rend fiers dans le monde d'aujourd'hui? En quoi les enjeux planétaires et les effets des bouleversements de la fabrique de la ville nous impactent-ils? Quelles sont nos neiges probables à horizon 5 ou 10 ans? Quels sont les 2-3 futurs plausibles de notre secteur et comment on peut s'y inscrire? Ce qui nous amènera à formuler pour chaque organisation des enjeux de redirection, des questions qui sont parfois un peu vertigineuses, mais qu'il est indispensable de se poser aujourd'hui, à la fois pour contribuer à la fabrique de la ville de demain, mais aussi tout simplement pour survivre dans ce monde-là, en tant qu'organisation. Deuxième temps, quels sont les nouveaux repères, les nouvelles stratégies que l'on peut déployer autour de la robustesse, autour de la sobriété, autour de la prospérité, autour de la gouvernance partagée, autour peut-être de l'économie de la fonctionnalité, autour d'un certain nombre de repères qui peuvent nous aider à imaginer les modèles de demain. Il s'agira en 3e étape d'imaginer un itinéraire vers cette vision que vous pourriez développer pour votre organisation et pour votre écosystème demain, qui articulerait des projets et des jalons de court, de moyen et de long terme, et qui imaginerait une stratégie de mobilisation et d'influence collective, puisque tout ça va nécessiter vraisemblablement un haut niveau de coopération à l'intérieur de vos organisations et aussi entre vos organisations.
et certaines de leurs parties prenantes. Et puis tout ça donnera lieu à une 4e phase de tremplin qui permettra de faire maturer progressivement les embryons de modèles qui émergeront de l'ensemble de ce parcours que l'on veut riche, que l'on veut interactif, que l'on veut apprenant et que l'on veut structurant. Voilà en quelques mots ce parcours. Agathe, peut-être. Merci Jérôme, merci Sylvain. Oui, je vais apporter juste quelques détails en plus. Si tu peux passer sur la slide suivante. Donc ce parcours de formation, il est vraiment itératif et on a vraiment la volonté de proposer un cadre de confiance et un cadre stimulant pour aborder toutes les questions que Jérôme et Sylvain ont abordées, des questions dérangeantes, vertigineuses. Et donc c'est important que on puisse créer ce cadre qui va regrouper, du coup, notre intention, c'est de créer un groupe de personnes à la fois d'acteurs publics et privés qui sont engagés dans la fabrique de la ville à différentes étapes des projets pour avoir un éventail de la chaîne de valeur décisionnelle sur les opérations. Ce parcours de formation qui s'étale à peu près sur 6 mois avec quatre regroupements, comme l'a décrit Jérôme. Et la particularité, c'est qu'entre ces temps de regroupement, on prévoit un temps en intercession, comme on l'a appelé, donc des temps plutôt distanciels, soit des entretiens individuels pour aller plus loin de ce qui a été vu en présentiel, et soit des temps en petits groupes de co-développement pour travailler sur la rédaction de l'enjeu de redirection, de la vision ou un ordre de jour d'un CODIR en 2040, ou vraiment les étapes de l'itinéraire dont parlait Jérôme. Ces temps en distanciel, ils sont importants pour faire le lien entre les temps présentiels immersifs, où on a à cœur de vous offrir un cadre stimulant pour voilà, vous faire vraiment focaliser sur la réflexion autour de la stratégie pour amorcer les transformations nécessaires aux organisations. Mais une fois revenu dans le quotidien plus opérationnel, il faut quand même garder en tête tout ce qui a été tout ce qui a pu être vécu et permettre de le digérer. Voilà, ces temps en distanciel permettent de faire le lien entre voilà, le temps en présentiel et le quotidien une fois revenu dans la réalité, enfin en tout cas les enjeux plus de court terme. Et le dernier temps, le tremplin, c'est vraiment le temps de restitution et de célébrer aussi le chemin parcouru qui aura été parcouru le long de cette formation pour envisager les prochaines étapes. Euh, Sachant que les prochaines étapes, on vous lâcherait pas dans la nature. Envirobat Occitanie étant un réseau d'acteurs locaux de la région, on a à cœur de pouvoir vous proposer ensuite de vous mettre en contact avec les bons acteurs pour continuer peut-être un accompagnement sur des points spécifiques de la nouvelle stratégie qui serait à mettre en place. Du coup, en synthèse, sur la slide suivante, ça récapitule un peu les éléments pratico-pratiques. Donc ça représente 7 jours et demi en présentiel, donc à chaque fois des regroupements de 2 ou 2 jours et demi. C'est engageant, mais c'est ce qu'il faut aussi pour faire un saut de côté, j'ai envie de dire, pour voilà, parler d'imagination stratégique et rendre les organisations ambidextres, et l'équivalent de 3 demi-journées en distanciel. Donc en tout, c'est 63 heures, tout format confondu. Nous en sommes à la constitution du groupe. Il y a déjà certaines personnes qui nous ont dit vouloir nous rejoindre, mais on a conscience que les élections municipales qui arrivent vont peut-être chambouler certaines choses. Donc on attend la mise en place des nouvelles équipes municipales avant d'engager le calendrier, mais on construira le calendrier justement avec ce groupe de personnes intéressées pour faire partie de l'aventure et en besoin d'envisager la suite et la réponse aux bascules certaines qui arrivent et qui sont déjà là. Forcément, ce parcours
un coût qui est affiché. Vous voyez un coût différencié suivant si votre organisation est adhérente à l'association Envirobat Occitanie ou pas. Et on prévoit donc des coûts additionnels pour la logistique, pour vous offrir un cadre qui est privilégié et qui permet la réflexion. Ces lieux-là seront répartis sur l'Occitanie, hein, entre Toulouse ou Montpellier, mais aussi peut-être plus proche de la mer Méditerranée ou plus dans les terres pour aussi vivre dans des lieux différents que classiquement. C'est un parcours de formation qui est au format d'une formation, donc avec des objectifs pédagogiques, un programme, des évaluations prévues, enfin sans trop de difficultés, mais tout ça pour dire que ça rentre dans la formation professionnelle, donc ça peut rentrer dans les budgets de formation professionnelle de vos organisations. À l'écran s'affichent les prises en charge OPCO en tant que collectivité, ça vous concerne moins, mais voilà, sachez que en termes de budget de formation, ça rentre dans ce cadre-là. Voilà, et je serai votre interlocutrice pour la suite si ça intéresse les personnes présentes ou les personnes à qui vous pourrez en parler aussi dans vos structures. Je vous propose, si j'ai rien oublié, de passer aux questions. Est-ce qu'il y en a qui sont apparues sur la conversation?